Alors, on retrouve Joseph Cooper qui est réveillé par sa fille pendant un rêve palpitant. Sa fille qui, en le réveillant, lui pose une étrange question. Donc on a une gamine de 10 ans qui croit encore aux fantômes. Ok, c'est un petit peu étrange comme dialogue. Je me demande si ça aura une incidence pour la suite. Sinon, devant les interrogations de sa fille, Joseph Cooper a une super réponse. Le mec fait des vannes au calme sur la mort prochaine du grand-père de sa fille. Bravo le papa. Enfin voilà, Joseph Cooper est donc un charmant papa de 2 enfants, vivant avec eux, ainsi que leur grand-père, qu'il aime bien vanner sur le fait qu'il va bientôt mourir. Ils ont une belle maison et une vaste culture. Tout pourrait aller pour le mieux si seulement la Terre n'était pas en train de mourir. En effet, la poussière recouvre la surface de la planète, et la nourriture vient à manquer. Fort heureusement, reste l'aliment essentiel pour mijoter n'importe quel bon petit plat, le maïs. Sauf que malheureusement, même cette ressource vient à s'estomper. Du coup, il faut trouver une solution. Laquelle, me direz-vous? Essayer de trouver une nouvelle manière de produire des aliments afin de faire revivre la délicieuse période de surconsommation de masse? Bien sûr que non, ça c'est une solution de couille molle. La solution, quand on est un vrai bonhomme avec une bonne paire entre les jambes, c'est évidemment celle où il faut partir dans l'espace pour coloniser d'autres planètes pour pouvoir poser ses bonnes baloches sur la tronche des autres, et ça pour montrer qu'on a tous les droits, et c'est beau. Parce qu'il ne faut pas oublier que la colonisation, c'est avant tout un partage de sa culture. Et c'est là justement que notre Joseph Cooper intervient. Interpellé avec sa fille par d'étranges signaux dans leur maison, il découvre le repère secret de la NASA, qui prépare un voyage stellaire afin d'envahir, d'explorer d'autres planètes en vue de migrer sur l'une d'entre elles. Et ce voyage est rendu possible parce qu'un trou de verre est apparu comme par magie, pas très loin de la Terre. Certes, il faut 2 ans de voyage, mais tout de même, c'est bien pratique. Et en plus, comme d'un heureux hasard, ce trou de verre mène vers des mondes potentiellement habitables. La NASA y a déjà envoyé certains de ses hommes, et là, ils veulent envoyer une nouvelle expédition. Il leur faut juste un pilote. Et comme par hasard, Joseph Cooper est un ancien pilote de la NASA. Ces coïncidences de fou depuis tout à l'heure, c'est quand même dingue. Joseph Cooper est alors sollicité par le directeur de la NASA, qui n'est autre qu'Alfred, qui s'est, semble-t-il, reconverti depuis sa retraite dans Dark Knight Rises. Cependant, le léger bémol est que cette mission risque de durer des années, et que forcément c'est le seum pour Joseph d'abandonner sa fille. Et aussi son fils, mais ça on s'en fout. Non, ce qui compte c'est le rapport avec sa fille, qui du coup lui en veut grave. Ce qui fait qu'il part le cœur lourd et plein de remords. Regarde, ça se voit à son visage. Ou alors il se retient de faire un bon gros caca. Oula, la blague sur le caca, non, c'était peut-être pas nécessaire. On va continuer. Dès lors, tel un fier patriote américain, Cooper décide de mener l'expédition. Ainsi, une incroyable odyssée spatiale démarre. Enfin, on peut le voir comme une incroyable odyssée, ou un épisode de C'est pas sorcier. Non, parce que je suis désolé, quand je vois des moments comme ça... D'après eux, si tu veux aller d'ici à là, et que c'est trop loin, alors un trou de verre courbe l'espace comme ça, ce qui te donne un raccourci vers une dimension supérieure. J'ai plutôt l'impression de voir Jamie qui m'explique des trucs plus qu'un dialogue entre un ingénieur et un éminent scientifique. Surtout que si on modifie à peine la musique, ça devient tout de suite très confondant. Bref, le périple est lancé et ce voyage ne va pas être de tout repos, surtout à cause de la relativité du temps et aussi de... Gravity. Ouais, pendant tout le film, il n'arrête pas de parler de Gravity. Suddenly we knew that harnessing gravity... Problem is gravity. Gravity's punishing. Is gravity. C'est étrange, c'est peut-être dû à un complexe d'infériorité. C'est marrant parce que Gravity, lui, ne parlait pas du tout d'Interstellar. C'est sûrement lié au fait qu'il est sorti avant. Et au fait que c'est un meilleur film. Boum! Nos amis arrivent près de la première planète et il s'avère que c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce qu'elle n'est pas habitable et qu'elle est recouverte d'eau. Du coup, c'était une blague. Oh, encore. Ce premier échec leur a malheureusement fait perdre beaucoup de temps,
Oui, parce qu'il y avait un décalage entre le temps sur la planète aqueuse et notre temps à nous, pire encore que dans la chambre de l'esprit et du temps dans Dragon Ball. Surtout que là, contrairement à Dragon Ball, il n'y a pas de scientifique trop balèze capable de remonter le temps. Ici, on a juste Anatawe, ce qui est très décevant. Et du coup, quand nos compagnons reviennent, c'est 23 ans plus tard. Et là, c'est l'angoisse, surtout pour Cooper, à cause de ses enfants. D'ailleurs, il visionne les messages enregistrés par eux, enfin, de son fils parce que sa fille lui fait la gueule. Mais genre, pas 1 ou 2 heures, là, c'est quand même 20 ans. Donc il visionne tous ces messages, et c'est vraiment émouvant parce qu'on constate toutes les années qui ont passé et tout ce qu'il a raté, ce qui est horrible pour lui, et on est vraiment pris à la gorge. Toutefois, je ne veux pas faire chier, mais un petit truc me chiffonne. À un moment, le fils dit qu'il souhaite nommer un de ses enfants en hommage à son père. Donc en choisissant le même prénom que lui. Et du coup, il l'appelle Cooper. Mais ça, c'est le nom de famille de ton père. Et du coup, c'est aussi ton nom de famille. Donc ton enfant s'appelle Cooper. Ce qui est ridicule. C'est difficile de faire pire. Albus Severus Potter. Non mais j'ai dit difficile, j'ai pas dit non plus impossible. Et puis si on pouvait éviter de se niquer des blagues pour de futures vidéos, ce serait cool. D'ailleurs parmi les messages, il en reçoit tout de même un de sa fille, juste un seul, faudrait pas non plus qu'il ait de ses nouvelles. Sa fille qui a dorénavant la trentaine passée et qui elle aussi participe à chercher une solution pour sauver l'humanité, mais sur Terre. Sauf que comme sa partie se limite à rester devant un tableau et à faire des équations et chercher des trucs dans sa chambre, on ne va pas en parler parce que ce n'est pas bien palpitant. On retiendra juste la mort d'Alfred, parfaitement émouvante, qui en plus essaye de sortir ses derniers mots sans y parvenir. Je suppose que c'était sûrement pour évoquer son traîneau d'enfance. Revenons à l'expédition menée par nos larrons. En plus du temps et de l'avis de l'un de leurs collègues, leur échec leur a aussi coûté beaucoup de carburant, et ils ne disposent que de suffisamment de ressources pour faire un seul voyage sur une seule des planètes restantes s'ils espèrent pouvoir rentrer. Du coup, le choix est le suivant, soit la planète du Dr Mann, soit celle du Dr Edmund, qui a visiblement de meilleurs résultats, ils le disent eux-mêmes. Et c'est en toute logique qu'ils choisissent celle du Dr Mann. Bonjour madame la logique, allez bien vous faire foutre. Bon d'accord, ok, c'est parce qu'en réalité Edmund avait contre lui le fait que Anatawe était amoureuse de lui, donc elle n'était pas objective. En gros pas le genre de personne qui peut faire des analyses YouTube sérieuses. Toutefois, notre chère Anne ne se laisse pas abattre et essaye de riposter avec la meilleure argumentation qui soit, celle d'expliquer l'amour par des théories physiques. Ok, donc là on est en train de rationaliser l'amour. Eh bien putain, ce sera quoi la prochaine étape? Expliquer scientifiquement les 10 commandements? Ok, je vais me faire foutre. Et finalement, Joseph Cooper, sûrement lassé de toute cette mode de rationalisation dans les fictions, tranche et décide de partir sur la planète du Dr Mann. Une fois qu'ils arrivent sur place, il réveille le Dr Mann de son hyper-sommeil et découvre qu'en réalité, il s'agit de Matt Damon. Tu ne l'avais pas vu venir celle-là, moi non plus d'ailleurs. Mais du coup, pour accentuer le délire, j'aurais préféré voir apparaître Omar Sy. Imagine ça un peu, ça aurait été encore plus cool. Enfin en tout cas, Matt Damon est heureux de retrouver des compagnons. Il leur annonce d'ailleurs fièrement que sa planète est idéale pour héberger l'humanité entière. Mais en fait non, il a menti le bougre. Matt Damon est en réalité un trou du cul parce que sous prétexte que monsieur ne pouvait supporter la solitude, il a envoyé de faux relevés pour attirer l'équipe et après il tente de buter Cooper, fait exploser sa base et s'enfuit pour aller sur l'autre planète. Ce qui veut dire que le gars a fait venir des gens sur sa planète pour échapper à la solitude, pour s'enfuir sur une autre planète tout seul. Non mais bien sûr, pourquoi pas. Fort heureusement, Anatawe et Cooper se lancent à sa poursuite et puis ça fait boum, explosion, oh non, on va mourir, mais en fait si c'est bon, mais en fait non, on va vraiment mourir. Et du coup Cooper, il se sacrifie et suite à cet acte de bravoure, il se retrouve dans une bibliothèque à l'intérieur d'un trou noir. Ce qui, je pense, n'est pas l'endroit le plus judicieux si tu escomptes accueillir du public. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une bibliothèque. Non, c'est un espace aménagé où l'on peut voir la chambre de la fille du héros au travers de sa bibliothèque. Et ça, sur différentes périodes de sa vie. Donc, on a un espace qui s'étend à l'infini qui a été créé en vue d'espionner une petite fille. Ce qui n'est qu'à moitié glauque. En réalité, on comprend que cet endroit a été créé par les mêmes personnes qui ont ouvert le trou de verre et qui a permis le voyage stellaire pour sauver l'humanité. Ce qui signifie que la survie de l'humanité dépend de gens qui ont les mêmes fantasmes que Marc Dutroux. Et ça c'est classe. Et en plus, ces gens-là, on apprend que c'est nous, mais dans le futur. Et oui, Marc Dutroux, c'est nous. Et grâce à ce système, Cooper peut communiquer avec sa fille dans le passé pour qu'elle, dans le présent, puisse à son tour sauver le monde. Ce qui veut dire que la scène du début où la fille dit à son père que c'est son fantôme, c'est drôle parce qu'au final, c'est vraiment son père. Et grâce à tout ça, le film peut enfin se défaire de son complexe d'infériorité face au chef-d'œuvre d'Alfonso Cuarón. Screw gravity. Et voilà, le trou noir se referme et le film est fini. Non mais ça compte pas, parce que Cooper il est mort, hein. Tout ce qu'il voit ce sont des réminiscences de son esprit, c'est obligé, parce que sinon ça voudrait dire que le dialogue de Matt Damon ne sert à rien. T'imagines un dialogue dans un film de Christopher Nolan qui ne serait pas lié à une autre scène, un dialogue qui serait juste un dialogue qui permettrait juste de caractériser un personnage. Eh oh mec, ça n'a aucun sens, réfléchis dans ta tête McFly.
Bah ouais, mais apparemment tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est trop intelligent, tu vois. Moi non plus, mais de toute façon je m'en fous, je préfère Gravity.